L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une personne qui l'a postée et qui veut pas être genrée. Pas féminin, pas masculin ou quoi. Mais bon, comme faut bien se projeter, elle a dit qu'on pouvait l'appeler David. Et justement, notre petit David, actuellement, il a 17 ans. Mais quand son histoire s'est passée, il en avait 12. Tout d'abord, on va s'occuper de décrire sa maison. C'est une très grande maison posée entre une rue et une impasse. Et nous dit que bon, c'est quand même un petit peu bizarre comme système. Il y a un rez-de-chaussée, un petit salon, la salle à manger et puis à l'étage, il y a la chambre et un grenier. Il y a aussi un sous-sol qui mène à une cave et à 2 garages. Quand il y a quelqu'un qui rentre par la rue, c'est comme s'il était au rez-de-chaussée. Mais s'il passe côté impasse, ça fait comme s'ils étaient au 2e étage. Bon, en gros, la maison elle est en pente, t'as capté. Revenons à l'histoire et David a 12 ans et il est au collège. Sauf qu'à cette période-là, il est quand même assez malade. Il a de gros problèmes de santé qui lui ont coûté beaucoup d'absence. Donc un jour, il est chez lui seul car il est de nouveau malade. Il est tranquillement dans le salon en train de jouer avec son chat. Puis comme souvent, le téléphone il sonne. C'est le téléphone fixe de la maison plus précisément. Donc il se lève un petit peu saoulé et il va décrocher. Bon, il attend et là, bim, ça raccroche. Bref, il nous dit qu'il a l'habitude, que ça arrive souvent, mais bon, tant pis, il retourne jouer avec son chat. 1 heure plus tard, rebelote, ça refait le même truc. Ça sonne, David y décroche et il y a de nouveau rien. Le problème, c'est qu'à chaque fois que ça fait ça, c'est des numéros masqués. Comment il le sait, tu vas me dire? C'est tout simple, le téléphone fixe, il fait des sonneries différentes quand c'est des numéros qu'il connaît et des numéros masqués. Il faut savoir que la sonnerie des appels masqués, elle est vraiment effrayante apparemment. Bref, arrive l'heure de midi, il commence à avoir un petit peu faim, donc il va dans la cuisine et il commence à cuisiner. Il se fait à manger et à travers la fenêtre opaque de la cuisine, David peut voir des gens qui font des allers-retours dans la rue. Enfin, il rectifie, c'est plutôt une personne qui fait des allers-retours. En fait, il regarde pas vraiment, mais il capte que c'est la même personne tout le temps, c'est la même taille, la même corpulence et la même couleur de peau. Bon, il est quasiment certain que c'est son voisin qui est un petit peu bizarre. Parce que il sait qu'il fait des trucs un petit peu chelous. David, il trouve ça un petit peu étrange, mais bon, pour cette fois-ci, il laisse couler. Il retourne dans le salon pour manger avec son chat. 30 minutes après, il y a un nouvel appel. Il se lève encore un peu énervé, il décroche et là, il arrive quelque chose. Il peut entendre le souffle d'un homme au téléphone. Comme si la personne, elle était essoufflée ou bien stressée. David, il est un peu perplexe et c'est la première fois qu'il va parler au téléphone. Et justement, la personne qui est à l'autre bout du téléphone semble surprise et va se mettre à raccrocher directement. Là, David, il est un petit peu sous le choc, il regarde son téléphone, il est perturbé, mais bon, il retourne regarder sa série. 1 heure plus tard, c'est la même chose, son téléphone se met encore à sonner. Sauf que cette fois-ci, c'est un petit peu différent, David, il a une sensation de malaise. Il est complètement stressé, alors qu'il n'y a aucune raison de stresser car il y a ton téléphone qui sonne, pas vrai? Il prend quand même son courage à 2 mains et pratiquement énervé, il décroche et discrètement il fait « Allô ?» Là, il y a quoi? Un blanc de 5 secondes, puis d'un coup, il y a quelqu'un qui se met à parler. « Oui, bonjour, auriez-vous 1 minute pour répondre à un sondage ?» Ouais, si c'est pas quelque chose autour des impôts, des assurances, ce genre de choses. »« Non, t'en fais pas, mon petit ou ma petite, tu es capable de me répondre. » À ce moment-là, David il comprend pas trop. Pourquoi cet homme qui semble âgé commence à le tutoyer et à lui donner des surnoms alors qu'ils se connaissent même pas. Il est très perturbé, il s'apprête à le remettre en place sauf que l'individu au téléphone va le couper directement dans son élan. Avant ça, tu pourrais me dire ton âge? Non, pourquoi vous voulez savoir ça? J'ai du mal à discerner ton âge d'aussi loin à travers la fenêtre. Alors, là, David, il laisse tomber le téléphone au sol carrément. Il se rend compte que quand l'homme lui dit ça, il est pile dos à la fenêtre. Là, il sait pas quoi faire. Est-ce qu'il doit se retourner? Aller directement se cacher dans sa chambre? Ou bien même se barrer de chez lui? Il y a plein d'interrogations dans sa tête, mais avant même qu'il ait pu faire un choix, son corps a agi tout seul. Il s'est retrouvé face à la fenêtre et les yeux se sont dirigés vers l'impasse. Et c'est là qu'il l'a vu. Un homme grand et âgé. Il semble malpropre et absolument terrifiant. Le gars est en train de fixer David avec un grand sourire. David, il le regarde pendant quelques secondes et il a beau chercher, il connaît pas du tout ce gars. C'était tellement un choc que David, il est tombé sur les genoux. Chose qui est pas vraiment normale pour lui étant donné qu'il a un grave problème au genou. Il s'est adossé au mur sous la fenêtre et là il bouge même plus. Il essaye de réfléchir un petit peu à ça sauf qu'au bout du téléphone, il peut entendre un rire. Il est totalement furieux et il hurle à ce taré d'aller se faire foutre et de ne plus jamais l'appeler et qu'il aille se faire soigner. David, il a raccroché tellement fort qu'il a cru qu'il avait cassé le téléphone. À vrai dire, il est totalement terrifié, il sait pas quoi faire. Sauf qu'il a pas vraiment le temps de penser à tout ça étant donné qu'il peut entendre quelqu'un toquer à la porte. Il y a bien quelqu'un qui toque à la porte d'entrée. Il réussit à se lever, hésitant, et il est allé discrètement à l'entrée de la cuisine. Comme ça, il peut voir à travers la fenêtre sans se faire voir. D'ailleurs, si la lumière de la cuisine est éteinte, on ne peut pas voir à l'intérieur de la cuisine. Et par chance, il a éteint après avoir fait à manger. Il observe, attend, et même le chat de David comprend que quelque chose cloche.
puisque le tout petit chat tout mignon, eh bien il s'est caché sous une table. Et David, depuis la fenêtre, eh bien il peut voir qu'il y a une silhouette qui est passée plusieurs fois devant chez lui. Bien évidemment, il comprend que c'est l'homme qui était au bout du téléphone qui fait des allers-retours. À un moment, le gars s'est arrêté et il a fixé la fenêtre pendant pas mal de temps. Après ça, il s'est rapproché de la fenêtre et a collé son visage immonde contre la fenêtre. Là, ça en est clairement trop pour David et il est monté dans sa chambre pour changer les idées. Il a jamais revu cet homme, mais il y a une chose qui est sûre, maintenant il décroche même plus au numéro inconnu. Voilà, c'est ainsi que se termine ce premier thread d'horreur. Ouais, assez bizarre comme histoire, bon bah c'est un téléphone fixe donc je me dis que potentiellement le gars il a eu ça dans les pages blanches ou un truc comme ça. Et ouais, ça se trouve le gars il l'a observé pendant pas mal de temps étant donné qu'il était beaucoup malade. Malheureusement on sait pas s'il a parlé de tout ça à ses parents ou bien à la police ou quoi, mais je pense pas, j'ai pas l'impression vu du récit. Allez, passons maintenant au second thread d'horreur que j'adore. Oui, je sais, c'est bizarre de dire ça pour un thread d'horreur, mais bon, faut dire ce qui est. Ah, j'aime bien parce que oui, ça m'est pas arrivé à moi, parce que sinon, clairement, j'aurais flippé ma race. L'histoire que je vais vous raconter, eh bien c'est celle de Christian. À chaque fois que Christian va au bureau, ça fait un petit moment qu'il trouve sur son bureau des autocollants avec une maudite note. Et à chaque fois qu'il voit un de ses post-it, eh bien il passe une mauvaise journée. Et ouais, il s'attendait pas à avoir un admirateur ou une admiratrice secrète, puisque à première vue, les notes sur les post-it sont des notes plutôt charmantes. Il y a quelques petits compliments polis sur ses vêtements ou quoi. Une autre note sur la gentillesse et la douceur de sa personnalité. D'ailleurs, petite particularité sur ces post-it, eh bien ils sont tous signés à la fin en disant XOXO, ce qui veut dire bisous bisous. Il se dit que c'est un petit peu bizarre étant donné que ça fait style un petit peu collège-lycée. Après, Christian il nous dit que bon bah ça booste un petit peu son ego. Mais je vous calme tout de suite, il est déjà marié. Bon, avec sa femme Emily, ils ont eu une période difficile il y a quelques années étant donné qu'il a eu une liaison. Mais avec un petit peu d'effort et tout, eh bien ils ont remis leur couple à flot. Justement, toutes ces notes, Christian il veut en parler à sa femme. Mais le problème c'est qu'il veut pas l'inquiéter pour rien. Donc bon, tous les post-it qu'il trouve, eh ben il les met tout le temps à la poubelle. Et celui qu'il vient de retrouver aujourd'hui, bah c'est pareil, il subit le même sort. Il va directement dans la poubelle. Et il poursuit sa journée le plus tranquillement au monde. Il a jamais parlé de ses post-it à personne. Jusqu'au moment où dans les notes va commencer à y avoir des petites menaces. La première note qui lui a laissé un sentiment troublant est arrivée 2 mois après la première note. Fini les petites courbes fluides et délicates. Là, il y a des bons gros pavés écrits en majuscules. Pourquoi ne me réponds-tu jamais? Tu peux me laisser un mot sur ton ordinateur. Il semble que tu ne t'en soucies pas. Ça commence à me mettre en colère. Bisous bisous. Au début, Christian, quand il a vu la note, ça l'a fait rigoler et directement, il l'a jetée à la poubelle. L'idée de laisser un mot à son admirateur, eh ben il trouve que c'est complètement ridicule, puisque cette personne n'a jamais mentionné qu'elle voulait une réponse en retour. En plus, comment il était censé savoir que son écran d'ordinateur, eh bien c'était comme une sorte de boîte aux lettres. Bref, la journée passe et 2 jours plus tard, quand il est arrivé au travail, eh bien il a trouvé 2 notes attachées à son moniteur. Le premier post-it, c'est le message de colère qu'il a reçu il y a quelques jours. Il a été défroissé et lissé. En dessous de ce dernier se trouve une autre note sur du papier jaune et propre, non froissé. Tu viens de lire mes messages et de les jeter à la poubelle? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu étais quelque chose de spécial pour moi. Mais maintenant, je vois que tu es comme tous les autres gars que j'ai rencontrés. Je me suis trompé sur toi. Tu es une ordure. Bisous bisous. À ce moment-là, il ressent un mélange de colère et de soulagement à la vue de la note. Qui que soit cette femme, eh bien, elle le connaît pas assez pour porter un tel jugement sur lui. En même temps, il se dit que enfin, peut-être ces petits post-it vont s'arrêter. Mais bon, par mesure de précaution, cette fois, il va prendre les post-it et les mettre dans sa poche. Un petit peu plus tard, il les a jetés dans la poubelle du parking en rentrant chez lui. Il se dit qu'avec un petit peu de chance, la personne passerait à autre chose et qu'elle surmonterait cette fixation. Et pas de chance, seulement quelques jours plus tard, eh bien, il y a une autre note sur son moniteur. Cette fois, le post-it, il a carrément changé de couleur. Il est vert fluo. Bon, la gorge de Christian, elle se serre un petit peu. Il retire le post-it de l'écran et il le lit. Nous avons tous des défauts, mais je suis prête à te pardonner. S'il te plaît, arrête de jeter mes notes. Ces petits moments signifient tellement pour moi et ça fait mal de savoir que tu ne ressens pas la même chose. Ce n'est pas grave. Tes sentiments pour moi vont changer avec le temps. S'ils ne le font pas, je pourrais blesser quelqu'un. Bisous bisous. Là bon, ça y est, c'est trop, Christian il a directement apporté la note au bureau des ressources humaines. L'un des représentants l'a lu, les sourcils levés et la surprise se lit clairement sur son visage. Elle pose le post-it sur le bureau, elle retire ses lunettes tellement elle en croit pas ses yeux. La personne demande à Christian, mais ça fait depuis combien de temps que t'as ces notes là? Le ton est clairement inquiet. Je sais pas exactement, je pense que j'en ai reçu quoi, 24 à peu près et tout ça en 2 mois. Mais on n'a pas des caméras de sécurité dans les bureaux, non? La réponse de la supérieure se fait pas attendre et elle lui dit: non, pas de caméra, j'en ai bien peur, c'est trop cher pour l'entreprise.
Et c'est la même raison pour laquelle on n'a plus d'agents de sécurité. Tu sais, l'Amérique post-Covid n'est pas exactement en plein essor. Là, sa supérieure, elle lui lance un regard plein de compassion. La seule chose qu'elle lui dit de plus, c'est que si jamais il y a d'autres notes, eh bien faudra lui ramener. Il hoche la tête et lui dit que ouais, il le fera. Et bon bah comme vous vous en doutez, au cours des semaines suivantes, eh bah Christian il a fait que des allers-retours dans le bureau des RH, étant donné qu'il reçoit encore et encore d'autres post-it. Sur les notes, ça dit tout le temps la même chose. Comme quoi il est sans cœur, que maintenant elle est en colère et qu'il y a quelque chose de violent qui va se passer s'il répond pas rapidement. Bon, ça devient de plus en plus épuisant pour Christian. La semaine dernière, quand il est arrivé au travail, il y avait une note autocollante rose vive sur son écran. Il en est à un point de rupture. Les notes, elles s'arrêtent pas et les RH, bah ils font rien pour mettre fin à ça. À ce moment-là, il est prêt à tout pour que tout ça s'arrête. Et justement, ça tombe bien étant donné qu'il y a une des notes qui lui offre cette option. Je comprends, t'es pas intéressé. Je me retirerai, mais seulement si tu me rencontres ce soir. Je serai au 5e niveau du parking près de la sortie de la cage d'escalier à 20 h. Ne sois pas en retard. Bisous bisous. Il est maintenant 19h58, il est sorti de l'ascenseur pour se rendre au 5e étage du parking. Le cœur de Christian, il s'emballe et il y a une sueur froide qui coule le long de son dos. Devant l'ascenseur, il a une vue dégagée sur la porte de la cage d'escalier. Il n'y a personne qui est présent. Du coup, il s'avance un petit peu pour voir s'il n'y aurait pas quelqu'un quelque part. Quand soudain, il peut voir une braise rouge briller vivement dans l'ombre projetée par la porte. Il y a quelqu'un qui est en train de fumer dans l'obscurité. Alors là, tous les muscles de son corps se sont resserrés à mesure qu'il avance. Son admiratrice est là, debout dans le noir. Tout timidement, il sort un petit « Bonsoir ». Au début, pas de réponse, juste un nuage de fumée qui sort de l'ombre. Ensuite, il y a une voix de femme qui va s'élever et dire « Christian, tu voulais me rencontrer ». Là, il y a une femme qui sort de l'ombre, qui jette son mégot par terre, l'écrase avec son pied. Sauf que cette personne tient dans sa main gauche une arme à feu. Et cette femme, Christian, il la connaît. Il la connaît très bien même puisqu'elle s'appelle Émilie. « Émilie, qu'est-ce que tu fais ici ?» Là, sa femme lui dit « Je t'ai laissé des notes comme une sorte de test. Quelques jours par mois, tu vois. Je m'arrêtais dans ton bureau en me rendant au travail et j'ai laissé des notes. L'équipe de nettoyage pensait que je travaillais là. » Là, sa femme, elle se met carrément à pleurer et elle continue. « Je pensais qu'après tous les ennuis liés à ta liaison, tu me dirais si quelqu'un essayait de te voler à nouveau. » Christian, il est un petit peu chamboulé et il lui dit « Attends, mais c'est toi qui as laissé ces notes ? Mais qu'est-ce qui va pas avec toi ?» La voix de sa femme va changer un peu pour devenir plus agressive. « Je voulais être sûr que tu n'essayerais plus de rencontrer une autre femme. » Là, Émilie va lever son arme à feu et la pointer sur Christian. « Mais tu l'as fait, tu essayes encore de faire des rencontres. » Christian, il sait pas quoi faire, il est un petit peu sous le choc et il essaye de lui parler, il lui dit « Émilie, t'es pas sérieux, je suis venu ici pour que tout ça s'arrête, pourquoi tu me fais ça ?» Émilie, elle en démord pas et elle veut rien entendre de tout ça, elle se met à crier « Je savais que t'allais venir, je le savais !» Elle allait crier d'autres choses mais elle a été interrompue par un bruit. Ce bruit, c'est des sirènes de police. Elle regarde vers la rampe d'accès et clairement elle a pu les voir. Des lumières bleues et rouges qui se mettent à clignoter. « T'as appelé la police ?» Bien sûr que j'ai appelé, je pensais que quelqu'un allait me faire du mal si je... Christian a été clairement coupé dans sa phrase, la dernière chose qu'il a pu entendre c'est le bruit sourd d'un coup de feu. Christian n'entend plus rien et ne voit plus rien, il fait noir complet. Quelque temps après, il s'est réveillé à l'hôpital. Il nous dit que tout son corps lui fait mal mais surtout à un endroit. Il a d'épais bandages blancs entourés autour de son abdomen. Il y a une infirmière qui a vu qu'il était conscient et qui est partie chercher un médecin. Très peu de temps après, justement, il y a un policier qui est arrivé et qui s'est assis à côté de lui. Le policier n'a rien dit au début, il a attendu que le médecin vienne faire son travail et ensuite il lui a expliqué quelques petites choses. Sa femme Émilie lui a tiré une balle dans l'abdomen et a fui les lieux. Il y a eu une sorte de chasse à l'homme mais malheureusement elle n'a pas été retrouvée. Et donc le policier lui apprend qu'il y aura toujours une patrouille qui veillera sur lui tant qu'il sera à l'hôpital. Le temps est passé depuis cette histoire et ils n'ont jamais retrouvé Émilie. Tout ce que je viens de vous raconter c'était il y a 5 ans. Depuis, Christian a déménagé dans un nouvel état. Il a un nouveau travail et une nouvelle vie. C'était relativement calme jusqu'à récemment. Vous voyez, il y a pas longtemps, Christian est rentré dans son bureau un petit peu avant que le soleil ne se lève. Il a allumé les lumières et ils étaient là. Des post-it autocollants jaune vif au milieu de son écran. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette histoire et ce pourquoi Christian a raconté son histoire. En gros, l'histoire d'il y a 5 ans, il avait même pas pensé à la raconter ou quoi. Mais depuis là, ce qui vient de se passer récemment, il a décidé de partager ça pour savoir qu'est-ce qu'il peut faire. Et surtout qu'en fait, il est en flip total. On peut clairement présager que son ex-femme est dans les parages et qu'elle va le tourmenter de nouveau. Donc clairement, on peut le dire, la grosse galère pour lui. Et c'était une histoire de fou furieux, moi je l'ai kiffé.
L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Laura. Et autant vous le dire tout de suite, cette histoire, elle fait ultra flipper. À ce moment-là, Laura a 16 ans. Elle et sa mère s'entendent super bien. Faut savoir une petite chose sur sa mère, c'est qu'elle tient un petit commerce de voyance. Bon, il y a quand même un petit truc à savoir sur la mère de Laura, c'est qu'elle lit pas l'avenir de quelqu'un qui a pas forcément envie de savoir son avenir. En l'occurrence, celui de sa fille. Laura, elle veut pas du tout savoir ce que l'avenir lui réserve. Elle préfère carrément vivre au jour le jour. Bon, de toute façon, Laura, elle nous dit que sa mère, elle voit pas l'avenir comme dans une télé. C'est pas aussi clair, c'est plus des petits détails par-ci par-là qui font que oui, elle sait plus ou moins ce qui va se passer. Bref, après ces petites explications, passons maintenant à l'histoire. Laura nous dit que dans pas très longtemps, il y aura la fête foraine qui va s'installer en ville. Surtout, pourquoi elle nous parle de ça? Eh bien déjà parce que de 1, c'est très cool, et de 2, sa mère, elle aura un petit stand de voyance là-haut, puisque sa mère connaît personnellement le gars qui va gérer la fête. Bref, passons un petit peu et le jour J arrive. Forcément, la mère de Laura, elle a besoin d'un petit peu d'aide, du coup elle demande de l'aide à sa fille. La fête foraine n'est pas encore ouverte, mais Laura nous dit qu'elle est sûre que ce sera un succès. Bon, elle se mouille pas trop étant donné que c'est toujours un succès, puisque là où elle habite, il n'y a pas forcément beaucoup d'animations. Justement, la fête foraine, ça fait partie d'une des rares animations qui arrivent dans l'année. Et la fête foraine vient 2 fois par année chez eux. Laura aide alors sa mère à installer son stand. Et depuis le temps, je peux vous dire qu'elle connaît pas mal de monde. Mais elle a pu remarquer qu'il y a quand même pas mal de nouveaux. Et elle est plutôt contente puisque ça veut dire que leur groupe s'est vachement agrandi. Et que justement, ces personnes vont pouvoir prendre la relève. Bref, le soir arrive et le stand de sa mère est enfin prêt. Les 2 femmes décident de rentrer chez elles et de se commander une pizza. Puisque demain, c'est l'ouverture de la fête. Le lendemain, quand Laura elle se lève, sa mère est déjà levée depuis un bon petit moment. Elle lui a préparé du bacon et des œufs. Elle lui dit même vas-y mange ça, ça va te donner pas mal de force. Puisque oui, aujourd'hui, Laura doit encore aider sa mère. Elle va l'aider en distribuant des prospectus sur la fête foraine pendant toute la journée. Bon, en échange, forcément, elle aura un petit peu de sous et surtout, elle aura la soirée de libre. Bon, vu ce qu'elle va toucher, elle nous avoue que c'est plus pour faire plaisir à sa mère. Mais bon, elle aurait quand même préféré avoir la journée de libre, ça aurait été mieux. Enfin, c'est pas grave, elle va le faire quand même. Et puis le soir, son petit ami va la rejoindre, comme ça ils profiteront ensemble de la fête. Laura et sa mère sont sur le chemin et elles arrivent devant la fête foraine. Et en vrai, il y a déjà pas mal de monde. Sa mère, du coup, elle est vachement contente, elle ouvre son stand et elle espère qu'elle aura du monde. Une fois installée, la mère de Laura lui dit « Tiens, voilà les prospectus, c'est pour toi, à toi de jouer ma grande ». Bon, en vrai, Laura est un petit peu plus motivée qu'elle ne le pensait. Elle doit nous avouer que c'est peut-être la musique qui l'enjaille un petit peu. Elle commence alors à distribuer des prospectus et tout se passe bien. Mais quelques temps après, elle se sent observée. Elle a un sentiment bizarre. Elle regarde un petit peu autour d'elle, mais elle remarque rien d'inhabituel. À la rigueur, le seul truc un petit peu chelou, c'est qu'il y a un clown qui est hyper creepy. Et franchement, elle doit nous l'avouer, il fait hyper badé. Il a un sourire vraiment flippant. Mais bon, ça lui fait pas plus peur que ça, étant donné qu'il doit travailler pour une des attractions. Puisque comme elle, il a des prospectus. Bref, le midi arrive et elle retourne au stand de sa mère qui lui demande si elle peut lui ramener le manger qu'elle a commandé à quelques stands de là. Laura, elle accepte, c'est une bonne fille et elle part récupérer la commande pour sa mère. Bon, arrivée sur les lieux, elle soupire un petit peu étant donné qu'elle peut voir qu'il y a quand même pas mal de monde qui fait la queue. Franchement, elle se dit qu'elle a pas de chance et que ça va être super long. Bref, elle se met dans la file et attend son tour. Elle avance, petit à petit. Mais elle sent que cette fois-ci, une sueur froide lui coule dans le dos. Là, elle se dit que c'est pas du tout normal. Puis elle peut sentir que quelqu'un se rapproche d'elle au niveau de son cou. Et elle peut entendre que quelqu'un est en train de la sentir. La voix de cette personne lui dit alors « tu sens la peur à plein nez ». Cette personne commence alors à faire un rire terrifiant. Là, elle se retourne un peu et elle peut voir le clown de tout à l'heure. Là, la seule chose qui est sortie de la bouche de Laura, c'est « Ah, franchement, pas mal ton rôle. En vrai, tu vas faire un carton cette année ». Juste après lui avoir dit ça, le clown lui répond « Merci, je sais ». Bon, après ça, Laura elle attend toujours patiemment. La fille elle va toujours à une lenteur d'escargot, mais bon, maintenant elle a une boule au ventre. Et elle sait clairement que la boule au ventre est due au clown qui l'a fait vraiment bader. Elle a comme un pressentiment qu'il va se passer quelque chose de grave si elle reste trop près de lui. Son tour à la caisse arrive enfin, elle paye et récupère la commande. L'homme derrière elle se met à crier « À bientôt, Rose Noire !» Pour tout vous dire, elle ne sait pas ce que ça veut dire, mais en vrai, elle s'en fout et elle veut pas le savoir, puisque la façon dont elle l'a prononcé lui donne des frissons dans tout le corps. Laura est vraiment pressée d'être à ce soir. Comme ça, au moins, elle ne sera plus toute seule, elle sera avec son petit copain. Une fois revenue au stand avec sa mère, elle mange, elle digère et elle reprend ses prospectus. Tout se passe bien, les gens sont super contents d'être là et tout le monde est super sympa. Et surtout, il y a quand même pas mal de monde. Elle a beau être heureuse ou quoi, mais elle a comme une sensation bizarre qui la suit, comme quoi elle est en danger. Et c'est une drôle de coïncidence. À chaque fois que ce clown est dans les parages, ça lui fait le même effet. Elle a quand même une partie d'elle qui se dit que il fait juste son boulot en fait.
Mais quand elle change d'emplacement, elle peut voir que lui aussi change d'emplacement. Il la suit à une certaine distance. Ah bref, le soir arrive et enfin sa journée est terminée. Sa mère lui remercie et lui donne un petit peu d'argent pour qu'elle puisse s'éclater à la fête. Et autant vous dire que c'est encore plus blindé que ce matin et cet après-midi. C'est vraiment blindé de monde. Elle doit rejoindre son petit ami à l'entrée de la fête foraine. Et d'ailleurs, depuis un petit moment, le clown il a arrêté de la suivre. Tant mieux pour elle, elle se dit que lui aussi il a fini sa journée de boulot et comme ça elle pourra faire une soirée bien tranquille avec son petit copain. Laura arrive à l'entrée de la fête foraine et son petit ami n'est pas là. Il a quelques minutes de retard. Il s'excuse et les deux amoureux se baladent. Ils font des attractions, du tir à la carabine et mangent des barbes à papa. Bref, plein de choses hyper sympas, ils font le tour dans le parc. Et forcément, au bout d'un moment, ils font plusieurs fois le tour des mêmes choses. Mais en vrai, ça les dérange pas trop. En vrai, ils veulent juste profiter des lieux et du moment. Et puis là, d'un coup, le copain de Laura reçoit un appel. Cet appel vient de sa mère qui lui dit qu'elle l'attend devant le parc. Puisqu'apparemment, elle a oublié les clés de sa maison. Laura, à ce moment-là, elle lui dit d'y aller tout seul. Que elle l'attend là étant donné qu'elle a bien trop mal aux pieds. Elle lui dit tu sais quoi, je vais m'asseoir sur cette petite pierre à côté de la tente. Le petit ami de Laura lui fait un petit bisou et lui dit qu'il va vite revenir. Laura s'assoit et son petit ami commence à se noyer dans la mare de gens. Elle observe les personnes qui profitent de la fête et elle est super contente de voir que tout le monde s'éclate. Quand d'un coup, elle sent une main sur sa bouche. La personne derrière elle lui dit de ne faire aucun bruit. Juste après avoir entendu ça, elle peut sentir un objet pointu au niveau de son dos. L'homme qui est derrière elle lui dit d'avancer dans la tente à côté qui est mi-ouverte. Il lui dit alors que c'est une chance qu'elle se soit arrêtée là, étant donné qu'il l'avait perdue de vue avec tout ce monde. Laura rentre dans la tente et là c'est le véritable cauchemar. Elle peut voir là-bas accroché le déguisement du clown. Laura est totalement terrifiée. Tout ce qu'elle peut voir dans cette tente est effrayant. Il y a une sorte de roue qui tourne, vous savez le truc pour les spectacles. Il y a des déguisements plus horribles les uns que les autres. Il y a des outils vraiment bizarres. Et clairement, Laura en les voyant, elle se dit qu'est-ce que ça fout dans une fête foraine. En tout cas, dans les outils, il y a un truc qu'elle peut reconnaître. C'est des couteaux bien aiguisés. Là, forcément, Laura, elle commence à pleurer. Le mec lui dit alors de s'approcher de la roue. Il lui dit qu'elle ne doit surtout pas bouger car il sait très bien viser au lancer de couteau. Malheureusement, Laura s'avance et le mec commence à l'accrocher au niveau de la roue. Elle est maintenant accrochée sur cette roue et elle pleure de toutes ses forces. Mais ce mec commence à lui hurler dessus de ne surtout pas chialer et qu'elle est maintenant assez grande pour savoir ça. Le gars se rapproche d'elle et la caresse avec le plat d'un couteau. Laura nous dit qu'elle aimerait savoir qui lui fait ça, mais elle ne peut pas nous le décrire étant donné qu'il a un masque sur la tête. Au bout d'un moment, cet homme lui dit alors « J'espère que tu m'as bien comprise, Rose Noire. Maintenant, je vais t'éduquer à bien te comporter en société. » Laura, elle comprend pas du tout ce que ce psychopathe lui veut, mais elle a pas le temps d'y penser plus que ça étant donné qu'il commence à faire tourner la roue. Et ce gars va alors lui dire d'une façon totalement détendue « Bon, désolé si jamais il y en a un qui te plante. Ah, tu sais, faut que je m'échauffe. Mais t'inquiète pas, j'ai de quoi te recoudre si jamais ça arrive. Si jamais ça va dans l'œil, t'inquiète, j'ai de l'alcool et je pourrais te l'enlever si jamais il est crevé. » Il lui montre tout l'attirail et lui dit « Tu peux regarder par toi-même, j'ai préparé tout ce qu'il nous faut. » Quand Laura a entendu ça, son cœur a failli s'arrêter. Elle est terrifiée, elle n'a même pas les mots pour décrire ce qu'elle a vécu. Soudainement, cet homme vient de lancer un couteau sur la roue. Tout ça avec une précision chirurgicale, il a effleuré le cou de Laura, mais suffisamment pour qu'elle crie de douleur. Elle a tellement peur qu'elle ne bouge même plus la tête, puisque si jamais elle bouge trop, ce couteau pourrait l'entailler encore plus. Mais très vite, un deuxième couteau va se loger au-dessus de sa tête. Elle peut nous dire que dès que ce gars jette un couteau, il est heureux, il jubile de ce qu'il fait. Il fait comme des espèces de petites danses. Enfin, du moins ce qu'elle arrive à en voir étant donné qu'elle a quand même la tête qui tourne avec cette roue qui n'arrêtait pas de tourner. En plus de la peur, elle sent maintenant que son estomac commence à faire des siennes. Elle est à deux doigts de vomir. Là, un troisième couteau va être jeté et se planter directement au niveau de sa côte. Et là, c'est vraiment dans la côte, du coup le sang commence à couler. Et forcément, Laura se met à crier de douleur. Là, l'homme il cherche pas à comprendre, il se rapproche de la roue et l'arrête. Il va mettre directement deux gros coups de poing dans la tête de Laura qui tombe dans les pommes. Quand elle se réveille, elle est en train d'être évacuée de la fête. Un médecin lui a directement posé des questions un petit peu banales, du style comment tu t'appelles, quel âge tu as, tu sais quel jour on est. Après ça, elle a été emmenée à l'hôpital. Bon, je vous épargne un petit peu tout ce qu'elle a dû subir, mais il faut savoir qu'elle est restée un petit moment
là-bas. Puisque de ce qu'elle a pu comprendre, quand elle était évanouie, le clown n'a pas arrêté son petit manège. Une fois les soins effectués et les visites autorisées, elle a appris comment elle s'en est sortie. En gros, son petit ami l'a cherchée partout dans la fête et il ne la voyait pas. Il a alors demandé aux passants si quelqu'un n'avait pas vu sa petite amie. Et après quelques temps, l'un des passants lui a dit que si. Il l'avait vu rentrer de force dans une tente. Et quand il est arrivé au niveau de la tente, il y avait un groupe d'individus. Ils étaient tout autour de la tente et lui ont dit de ne surtout pas rentrer. Apparemment, dans la tente, il y aurait un mec qui torture une femme avec un couteau. L'un des individus lui dit qu'il ferait mieux d'attendre et qu'ils ont déjà appelé la police. Sauf que le petit ami, il a pas cherché à comprendre et il a foncé dans la tente. Et forcément, le clown voyant un mec foncer sur lui, eh bien il s'est directement relevé. Il y a une bagarre qui s'est déclenchée entre les deux hommes et le petit ami de Laura a été touché au ventre. Bon, après coup, c'était plus ou moins superficiel. Mais maintenant, alléluia, dans tout ce groupe d'individus, ils ont pu voir que un mec tout seul essayait de faire face. Du coup, certains passants sont venus en aide et essayent d'arrêter ce gars. Le clown a alors été immobilisé et il n'arrêtait pas de crier « Laissez-moi la belle et jolie rose noire !» Forcément, le petit ami, il a eu un réflexe, c'est d'appeler la mère de Laura qui est venue aussitôt. Et la suite, vous la connaissez. L'homme, quant à lui, s'est retrouvé en hôpital psychiatrique. Bref, autant vous dire que Laura n'a jamais remis les pieds dans une fête foraine, même pour aider sa mère à faire son stand. Elle arrive vraiment pas à parler de fête foraine, de clown ou quelque chose comme ça. Tout ce qui est vraiment dans ce champ lexical, c'est mort pour elle. Et je pense clairement qu'on peut la comprendre. Alors oui, il faut dire ce qui est, cet homme avait vraiment un grain. Maintenant, il est en hôpital psychiatrique et il a des soins pour ça. Mais heureusement, Laura, elle s'en est sortie vivante. Ok, certes, elle est vivante, mais t'as vu le choc qu'elle a dû avoir ? L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est celle de Jim. Et son histoire, elle se passe sur la soirée d'Halloween en 1999. À ce moment-là de la soirée, eh bien Jim et ses amis, ils essayent de prononcer une formule magique pour que leur amie Amy s'envole. Léger comme une plume, raide comme une planche. Bon, malheureusement, on n'est pas dans Harry Potter, du coup ça fonctionne pas. Surtout qu'on la connaît très bien, la formule magique, c'est Wingardium Leviosa. Bref, ça fait pas mal de temps qu'ils essayent et Jim, il commence à avoir mal aux mains. Il se met même à transpirer puisque lui et ses amis sont tous dans le sous-sol inachevé de Clara. À ce moment-là, il se dit qu'essayer de faire voler la personne la plus lourde du groupe, c'était peut-être pas le meilleur move à faire. Ils veulent absolument que ça marche, mais non, ils y arrivent pas. Pourtant, ils veulent absolument que cet Halloween pour leurs 12 ans soit bien plus effrayant que d'habitude. Mais à première vue, ça a l'air peine perdue. Erika a volé la copie de Scream de son frère, mais tout ce beau monde n'a pas sursauté ni crié comme avant il le faisait. Manger des bonbons, eh bien ça leur a fait mal au ventre tellement ils en ont mangé. Les bougies que Christina a installées semblent clichés au lieu d'être effrayantes. Jim et ses amis, ils veulent absolument trouver cette magie qui est un petit peu spéciale pour Halloween. À un moment, la porte du sous-sol s'ouvre dans un grincement. Ils sursautent et tous se sont retournés. Holly, la sœur aînée de Clara, est à moitié éclairée en haut de l'escalier. Ah, vous essayez toujours votre tour pourri là ? Vous savez que la magie n'existe pas? Hailey, elle a 2 ans de plus qu'eux et selon elle, elle est 10 fois plus cool que Jim et ses amis. En vrai, à ce moment-là, Jim, il en peut plus de son air hautain. Et du coup, il lui lâche un petit. Oh, laisse-moi deviner, je parie que tu connais un jeu qui fonctionne pour nous effrayer vraiment. Hailey, elle ouvre la bouche et elle la referme plusieurs fois. À ce moment-là, Jim, il se dit, putain, je lui ai bien cloué le bec, elle arrive même plus à parler. Mais bon, Hailey reprend avec son petit air hautain et leur dit, bien sûr que oui, et je vais vous le prouver. Elle sort en claquant la porte du sous-sol. Les parents de Clara parlent à l'étage et semblent engueuler Hailey. Là, Jim et ses amis se sont regardés et se sont tous mis à rire. Bon, maintenant, ça fait un petit moment que Hailey, elle est partie. Puis Jim entend la porte s'ouvrir et Hailey dévale les escaliers et pose une feuille de papier imprimée dans les mains de Jim. En haut de la feuille, il y a écrit The Face Game. Mais c'est pas un jeu que tu connais, tu viens juste de l'imprimer, regarde l'encre, elle est même pas sèche. Ouais, c'est ça, vous êtes juste une bande de trouillards qui a trop peur d'y jouer. Bref, quoi qu'il en soit, je vais parler avec mon petit ami, alors ne montez pas. Elle remonte les escaliers et elle claque la porte derrière elle. Jim et ses amis y sont intrigués et ils se mettent à lire les instructions. Le Face Game peut être joué par 4 personnes ou plus. Les joueurs doivent commencer le jeu seuls et dans l'obscurité totale. Si des sources de lumière ou des observateurs sont présents, le jeu échouera. Mais le jeu lui-même est simple. Les joueurs se tiennent en cercle avec un joueur au centre. Le joueur au centre s'appelle le juge. Les joueurs qui forment le cercle sont appelés les prétendants. Au centre du cercle, le juge tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tandis que les prétendants tournent dans le sens des aiguilles d'une montre autour de lui. Les joueurs continuent de tourner jusqu'à ce que le juge annonce à haute voix. Je me demande quel visage vais-je trouver. Les prétendants se figent alors et font 3 pas en arrière, élargissant le cercle. Le juge ne peut plus être sûr de qui ou de quoi se tient à telle place.
Le juge doit s'approcher du premier prétendant et tenter de l'identifier en touchant son visage. Si le juge touche n'importe quelle partie d'un prétendant en dehors de son visage, ou si un prétendant bouge ou parle, la partie échoue. Un prétendant peut ricaner, faire bouger son nez ou manipuler son visage pour se rendre plus difficile à identifier. Lorsque le juge est sûr de l'identité d'un prétendant, le juge annonce à haute voix « Ce visage appartient à ». Si le juge se trompe, le face game se termine. Si la partie continue, le juge doit s'approcher du prochain prétendant. Si le juge identifie correctement tous les prétendants, le juge gagne et le face game se termine. Si un prétendant réussit à tromper le juge, les prétendants gagnent et le face game se termine. Il y a cependant une troisième issue possible. Lors du face game, il est possible que le juge touche à un visage qu'il n'est pas en mesure d'identifier. Un visage qui appartient à quelqu'un ou à quelque chose qui n'est pas présent au début de la partie. L'outsider. Le juge doit prendre son temps avec le visage de l'outsider, en s'assurant de toucher chaque partie. Il ne doit pas être découragé ou effrayé par des plaies pleurantes, des saillies étranges ou des choses qui se tortillent sous la chair de l'outsider. Même si l'outsider mord le juge, le lèche ou lui rend la peau abrasive, le juge doit continuer jusqu'à ce qu'il ait touché chaque partie du visage de l'outsider. Les prétendants, quant à eux, doivent rester à leur place. Ils ne doivent ni bouger, ni parler. Quelles que soient les odeurs nauséabondes, les sons artificiels ou les changements de température que l'outsider pourrait produire. Lorsque le juge a touché chaque partie du visage de l'outsider, il doit annoncer à haute voix « Je ne sais pas à qui appartient ce visage, mais c'est sûrement le plus beau visage de tous ». L'outsider disparaît alors et le face game se termine. Cependant, si les prétendants bougent ou parlent, si le juge ne parvient pas à toucher complètement le visage de l'outsider ou ne prononce pas correctement la phrase de fin de partie, ou encore si l'outsider se fait passer pour l'un des prétendants, eh bien l'outsider remporte le face game. Et que se passe-t-il si l'outsider remporte le face game? Eh bien peut-être que Jim et ses amis vont le découvrir cette nuit-là. Les instructions ne sont pas courantes, du coup ils décident de les lire plusieurs fois. Ça semble pas forcément compliqué, mais il y a une question qui trotte dans la tête de Jim. Ça semble assez simple, anonyme, et qui a pu créer le face game? Et surtout pourquoi? Tous les 5, ils ont alors décidé de se mettre en cercle. Maintenant, ils ont juste à attendre que les parents de Clara éteignent la télé et qu'ils aillent se coucher. Quand la maison est devenue calme, ils ont alors commencé le jeu. Et Jimmy s'est porté volontaire pour être le juge. Sur le papier, ça semble facile. Mais tourner en rond dans le noir et dans le sous-sol étouffant, eh bien ça a directement monté à la tête de Jim. Mais il continue le jeu et il prononce. Je me demande quel visage vais-je trouver. Jim a tellement tourné qu'il a une envie de vomir. D'ailleurs, en tournant, il a eu l'impression qu'il y avait plus que 5 personnes dans la pièce. Mais bon, vu comme il fait noir, il pense qu'il doit être juste un petit peu parano. Jim avance d'un pas dans l'obscurité, puis un autre et il se demande où sont ses amis. Il met alors une main devant lui histoire de pouvoir se repérer dans la pièce. Quand d'un coup, il touche quelqu'un, il a failli se mettre à crier. Heureusement, le premier est assez facile à décrire. C'est un visage rond, des traits doux et aucune goutte de sueur. Cela ne peut être que Amy. Donc Jim il s'est mis à crier. Ce visage appartient à Amy McCade. Là, Jim il a pu entendre Amy laisser échapper un soupir de soulagement. Personne n'a parlé, du coup le jeu continue. Le visage suivant est osseux et nerveux. Qui que ce soit, cette personne n'est pas là pour lui faciliter la tâche. La personne a tellement plissé son nez et ses lèvres qu'à un moment terrifiant, il s'est dit mais non, je suis en train de toucher l'outsider. Mais ensuite, il a réalisé que c'était quelqu'un qui essayait de l'embêter. Mais cette personne utilise un shampoing à la fraise. Et il connaît quelqu'un qui utilise un shampoing comme ça. Ce visage appartient à Clara Simons. Là, il peut entendre quelqu'un dire perdu et Christina se met directement à éclater de rire. Après ça, il y a des bruits de pas dans la pièce et quelqu'un rallume la lumière, et bien c'est Kelsey. Et effectivement, Jim, il se trouve clairement devant Christina. Clara, elle se trouve juste à côté dans le cercle. Du coup, il se dit que dans le noir, ça l'a rendu sûrement un petit peu plus sensible à l'odeur. Ce qui fait que malheureusement, les amis de Jim, ont gagné le face game. Forcément, Jim, il est pas très content. Il se dit que ce stupide jeu imprimé par Hailey, au final, il est un petit peu plus dur que ce qu'il pensait. Bon, Jim, il aime pas perdre et il est en colère contre ses amis. Mais surtout contre lui-même. Puisque t'as gagné, Christina, pourquoi tu serais pas le prochain juge? Christina, elle hausse les épaules en mode bon oui, vas-y, let's go. Et du coup, elle s'avance au milieu du cercle. Les lumières s'éteignent et tout le monde a commencé à tourner. Et Jim et ses amis ont tourné pendant au moins ce qui semble une éternité. Puis ils ont pu entendre la voix de Christina dire « Je me demande quel visage vais-je trouver ?» Ils se sont tous arrêtés et Jim se sent d'un coup tout seul dans son univers. Il n'y a rien à faire que d'attendre que des mains se posent sur son visage. Ce visage appartient à Clara Simons. Il peut entendre que Clara gémit et les bruits de pas de Christina vont recommencer. À peine 2 minutes plus tard, Jim entend. Ce visage appartient à Erica Moss.
il peut entendre que Christina se déplace de nouveau dans le sous-sol. La respiration de Christina est haletante, puis d'un coup, plus rien. Jim, il se demande qu'est-ce qui lui prend autant de temps. Mais d'un coup, il se rend compte que le sous-sol de Clara est devenu vraiment froid. Il y a un frisson qui lui parcourt tout le corps. En même temps, il y a une odeur nauséabonde d'œufs pourris qui commence à envahir ses narines. Il y a clairement quelque chose qui ne va pas. Jim veut désespérément demander à Christina qu'est-ce qui se passe, et pourtant il ne peut pas, car si un prétendant bouge ou parle, l'outsider remporte le face game. Jim, il entend un petit peu comme des gargouilles, suivi d'un son un petit peu plus reconnaissable. C'est Christina qui pleure. Je ne sais pas à qui appartient ce visage, mais c'est sûrement le plus beau. Jim, à ce moment-là, il en peut plus. Il s'en fiche de ce qui se passe, mais il veut juste arrêter le jeu. Il cherche à tatillon l'interrupteur pour l'éclairage, mais en faisant ça, il tombe et il trébuche dans l'obscurité totale. Il se relève, mais il sent rien. Aucun meuble, aucun sac, aucun escalier, alors qu'il aurait dû en trouver. Clara? Christina? Là, il va recevoir aucune réponse. En fait, c'est comme si ces mots avaient été prononcés, mais qui s'étaient engloutis dans le néant. D'ailleurs, il a tellement froid qu'il commence à mettre ses bras comme ça pour essayer de se réchauffer un petit peu. Mais ça marche pas vraiment, étant donné que le froid pénètre jusqu'à ses os. Il fait tellement froid que Jim, il tient sa mâchoire pour pas que ses dents claquent entre elles. Puis là, il a pu entendre un cri, mais très éloigné de lui. Là, il se met à se déplacer dans la pièce, mais peu importe la distance qu'il fait, qu'il avance ou qu'il recule, il atteint jamais un mur. Il a donc décidé de s'agenouiller et de toucher le sol. Au lieu du tapis de Clara, il a touché quelque chose de très froid, comme si c'était de la glace. Sérieusement, est-ce qu'il y a quelqu'un? Jim, il se met littéralement à pleurer. Mais derrière lui, il commence à entendre un grondement sourd, comme si quelqu'un rigolait. Mais d'un coup, Jim est devenu aveugle. Une silhouette sombre entourée de lumière lui crie alors dessus. Mais qu'est-ce que vous foutez ici? Papa et maman sont énervés. Hailey se tient en haut des escaliers. Jim, tout confus, il commence à regarder autour de lui. Et il peut voir que ses amis sont un petit peu éparpillés dans la pièce. Ils ressemblent littéralement à des jouets cassés, terrifiés et épuisés. Tous, sauf Christina. Christina, elle se tient toujours au centre de la pièce, le visage sans expression. Elle ouvre et ferme ses doigts comme si c'était la première fois qu'elle pouvait les utiliser. Elle se met à bouger les muscles de son visage comme si elle essayait de comprendre comment ça fonctionnait. Là, elle se met à sourire et leur dit « Votre jeu stupide n'a pas fonctionné ». Du coup, ils se mettent tous à regarder Christina et Jim il se dit que si, ça a bien fonctionné. Il sait que ça a même trop fonctionné et que Christina a sûrement touché l'outsider. Elle devrait le savoir mieux que quiconque et pourtant, bien sûr que ça a pas marché, j'ai pris un truc au hasard sur internet et je voulais imprimer. Hailey elle les regarde en mode mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Bon, m'embêtez pas plus, je dois parler avec Brandon. Ben pourquoi ça? Il t'aime même pas. Ça, c'est ce que Christina lui a sorti comme ça, de but en blanc. Hailey, elle la regarde et elle lui dit quoi? Pourquoi tu demandes pas à Brandon ce qu'il a fait avec Shelly à la seconde période de la fête d'Alex? Juste après avoir dit ça, Christina elle se met à rigoler. Hailey la regarde et lui dit comment tu sais ça? Enfin, de toute façon, Brandon il m'a dit qu'il était même pas allé donc bon. Christina elle enchaîne en lui disant c'est pas ce que dit Shelly. Demande-lui, tu verras. Dans un mot de plus, Hailey elle a claqué la porte et Jim et ses amis ils se sont tous regardés. Christina, elle hausse les épaules et elle commence à regarder ses ongles. Hailey Simmons, c'est une garce, elle le mérite clairement. Et Jim il la regarde et lui dit mais Chris, qu'est-ce qui t'arrive? Me dis pas que tu parles encore de ce jeu stupide. Mais Christina, je sais qu'avant que tout devienne bizarre, tu as touché l'outsider, n'est-ce pas? Je t'ai entendu prononcer ceci. Mais c'est sûrement le plus beau visage. Christina elle le regarde en lui disant mais t'es sérieux, t'es vraiment tombé dans le panneau? Elle se met à regarder un peu en l'air et elle éclate de rire. Elle lui dit qu'elle jouait juste avec lui. T'es toujours un bébé. Regarde autour de toi, t'es le seul à avoir eu peur. Christina, elle regarde chacune des autres personnes présentes et chacun d'entre eux fait non, ils ont pas eu peur. Jim, il les croit clairement pas. Il les a vus. Une fois le jeu fini, ils étaient tous déconcertés et effrayés. Il sait très bien qu'ils ont perdu la partie et qu'ils étaient piégés dans un endroit froid et sombre. En les voyant agir comme ça, Jim il se sent trahi. Par contre, il peut remarquer que le regard de Christina est menaçant. C'est quelque chose qui lui ressemble pas vraiment d'ailleurs. Jim, au plus profond de lui, il pense qu'il connaît déjà la vérité. La vraie Christina est partie pour toujours. Elle est piégée dans cet abîme glacial. Et peut-être qu'elle-même est destinée à devenir une outsider. La chose qui est revenue à l'intérieur de la coquille de Christina est quelque chose de totalement différent. L'outsider n'a aucun problème de retourner tous ses amis contre lui. Bon, il sait qu'ils sont jeunes et impressionnables et pour être honnête, eh bien elle est vraiment effrayante. Cette soirée-là s'est terminée comme ça. Mais tout au long de l'automne et de l'hiver, Christina elle s'est mise à suivre Jim. Dans le bus, dans la rue et même jusque dans les toilettes. Il retrouve même Christina debout dans la neige devant la fenêtre de sa chambre. À vrai dire, il lui a plus jamais parlé. Mais le message qu'elle essaye de lui faire passer est très clair.
ne parle jamais de ce que tu sais. Une fois convaincue du silence de Jim, eh bien Christina, ou plutôt la chose qui est en elle, s'est mise à commencer son passe-temps favori, détruire la vie des gens qui l'entourent. Ses parents ont divorcé et évoqué des différences irréconciliables. Mais Jim y pense que la vraie raison, eh bien, c'est d'échapper à leur fille. Avec le temps, Christina a commencé un jeu un petit peu sadique. Elle se mettait à chasser Kelsey et Erika. Malheureusement, elles sont devenues ses nouvelles cibles. Elle les a taquinées tout au long du lycée, à tel point que c'était plus de l'intimidation, mais bien de la torture. D'ailleurs, ceux qui sont restés auprès de Christina n'ont même pas eu cette chance. Clara, sa sœur, quant à elle, a été rendue accro à de très grosses substances. Amy a été tuée dans un accident de voiture puisque Christina l'a engueulée pour qu'elle conduise en état d'ébriété le soir du bal. Parfois, les sentences de Christina étaient rapides, mais d'autres fois, ça s'écoulait sur plusieurs années. Quoi qu'il arrive, Christina arrivait toujours à faire du mal autour d'elle. Faire souffrir les gens, ça a l'air d'être son passe-temps favori. Jim, quant à lui, se tient généralement à distance des commérages de sa ville natale. Mais peu importe où il va ou quoi, il entend tout le temps parler de Christina et de ses victimes. Quelques années plus tard, Jim a rencontré une ancienne connaissance. Ils ont commencé à parler, et cette personne lui a appris que Christina avait été enfermée en prison. En parlant, Jim a pu remarquer que cette personne elle avait un bras dans le plâtre. Et cette personne lui a expliqué que tout ça, c'était à cause de Christina. Quand elle était en prison avec Christina, avec d'autres détenus, elles ont joué à un jeu qui s'appelait le Face Game. Le jeu a été interrompu et elle a pu voir une sorte d'ombre. Juste après ça, Christina s'est mis à lui péter le poignet. Après cet incident, ils ont mis Christina à l'isolement, mais rien n'y fait, elle est pensive, elle regarde dans le vide. D'ailleurs, en parlant et en se baladant dans la rue, ils ont pu voir une affiche à un moment. Dessus, il y a écrit le jeu de l'année, The Face Game va vous faire frissonner cette année. En voyant ça, la petite voix interne de Jim s'est dit « je me demande, quel visage vais-je trouver ?» Et voilà, c'est ainsi que se termine cette histoire. Bon, on va pas faire de débat sur cette histoire, est-ce qu'elle est réelle ou quoi? Je pense qu'on peut se dire que cette histoire, elle a été inventée ou quoi. Parce que pour le coup, si c'est vrai, là, ça commence à me faire très peur. Mais bon, je pense que voilà, il n'y a pas de souci. En tout cas, par contre, moi, je jouerai pas à ce jeu au cas où, juste au cas où. Ne le faites pas. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Becky. C'est une américaine de 29 ans, elle nous dit qu'elle vit une vie plutôt basique. Elle bosse à temps plein dans un open space et elle s'entend bien avec ses collègues. Sans plus non plus, c'est pas les meilleurs amis du monde. Juste ça va, le cadre de travail est plutôt ok. Puisque son vrai cercle d'amis, c'est ceux de l'université. Enfin, ce qu'il en reste étant donné qu'elle les voit pas tant que ça car elle a déménagé pour se rapprocher de son père malade et surtout pour avoir plus d'opportunités de boulot. Et justement, en parlant de ses amis, eh bien ils ont prévu de se retrouver le 4 juillet pour faire une méga journée avec leur groupe d'amis et d'autres qu'ils n'ont pas vus depuis un moment. Au cas où, le 4 juillet c'est le jour de l'indépendance des États-Unis, donc ça se fête comme il faut. D'ailleurs, Becky elle est ultra chaude, ça fait longtemps qu'elle a pas décompressé. Au boulot c'était plutôt le rush, donc là elle aimerait bien lever le pied un peu. Les jours passent et le grand jour arrive. Elle se lève très tôt car elle veut se pouponner, se faire toute belle. Et oui, c'est vrai que les apparences ça compte. Mais surtout, elle a 3 heures de route à faire. Et elle se doute bien que sur la route va y avoir beaucoup de monde aujourd'hui. Toute la petite bande a rendez-vous dans la maison de Sirius. Et ça lui rappelle des bons souvenirs d'ailleurs, car c'était déjà chez lui que se passaient les soirées quand ils étaient à l'université. Pendant le trajet, elle écoute ses meilleures musiques. Bref, elle est déjà dans l'ambiance. Une fois arrivée devant la maison de Sirius, elle peut voir qu'il y a déjà beaucoup de monde qui est sur place. Elle se gare et fait le tour de la maison car elle peut entendre qu'il y a pas mal de monde qui rigole dans le jardin. Une fois dans le jardin, elle peut voir qu'il y a des têtes qui lui sont familières et d'autres non. Elle dit bonjour à tout le monde et ceux qu'elle ne reconnaît pas, c'est qu'en vrai ils ont beaucoup changé depuis. Bref, ils font des petites activités et la soirée arrive. Ils décident alors que, ok, la soirée elle se passe très bien, mais avec un petit peu plus de monde ce serait encore mieux. Du coup, ils ont décidé d'aller dans un club. Alors là, Becky vit sa meilleure soirée. Elle fricote même un peu, mais ça ne va pas plus loin. Ah, petit détail, elle a beau s'éclater comme jamais, elle a pas pris une goutte d'alcool. Puisque de 1, elle aime pas vraiment ça, et en plus, elle sait qu'elle va devoir faire de la route pour rentrer chez elle. La soirée s'éternise et malheureusement, Becky doit rentrer chez elle. Son amie Véronica lui propose de venir chez elle et elle lui dit que son patron a juste à aller se faire voir un petit jour. Sauf que Becky, elle est sur un gros projet, et en plus de servir à son entreprise, ça lui tient à cœur. Becky finit par prendre la route pour rentrer chez elle. Au bout d'un moment, elle ressent un petit peu la fatigue. Elle décide donc de faire une petite pause sur le côté de la route pour reprendre des forces. Après un petit temps, elle reprend la route et malheureusement, la voiture devant elle fait n'importe quoi. Le conducteur perd alors le contrôle de son véhicule qui rentre littéralement dans la voiture de Becky. À partir de ce moment-là, c'est plus ou moins le trou noir pour elle.
Elle sait que tout se passe très vite. Les airbags s'activent, il y a des bruits de verre partout. La voiture fait des tonneaux et elle ressent de violentes douleurs un petit peu partout. Elle perd connaissance très peu de temps après. Elle se réveille plus tard à l'hôpital et les médecins lui ont appris qu'elle avait les 2 tibias cassés. Là, Becky pourrait pleurer ou quoi. Mais non, la première chose qu'elle va faire, c'est demander comment va le conducteur de la voiture qui lui est rentré dedans. Et elle apprendra que lui n'a eu aucun, mais alors vraiment aucun problème. Petit aparté dans l'histoire, là c'est Delcor qui vous parle. Malheureusement, la personne qui fait de la merde s'en sort toujours très bien. Bref, reprenons. Becky est vraiment soulagée pour cet homme. Elle nous dit qu'elle n'aurait pas pu vivre en ayant la mort de quelqu'un sur la conscience. Le médecin lui dit que c'est très gentil de penser comme ça, mais il la fait revenir à la réalité en lui disant qu'elle va devoir rester à l'hôpital pour au grand minimum 2 mois et qu'ils verront comment elle va récupérer de ses blessures. Bon, là ils font un petit temps à Becky pour comprendre que ça va clairement impacter son boulot et que du coup faudrait qu'elle prévienne son patron. Entre temps, le médecin étant parti, elle se dit qu'elle va demander à la prochaine personne du corps médical si elle peut prévenir quelqu'un. Sauf que la porte de sa chambre s'ouvre et ce n'est pas quelqu'un du personnel, mais bien son père qui vient lui rendre visite. Il a été mis au courant par l'hôpital. Le père de Becky, il est pas fou et il connaît très bien sa fille. Il a même fait un détour par son appartement et il lui a ramené son ordinateur portable. Il sait que comme ça, elle pourra continuer à travailler. Elle le remercie et elle lui dit que c'est le meilleur. Elle tente alors d'envoyer un mail à son patron, mais là encore, son père a tout prévu. Il a prévenu le patron de son côté. Du coup, à ce moment-là, son père il lui dit alors de souffler, puisque maintenant, elle doit quand même penser à elle. Il va falloir qu'elle se repose car elle va devoir guérir. Et ça va clairement pas être une partie de plaisir. Bref, ils se disent au revoir et 3 jours vont passer. Becky est réveillée car elle vient d'entendre quelqu'un rentrer dans sa chambre. Elle regarde et elle peut voir que c'est un infirmier qui est là. À ce moment-là, elle sait pas quelle heure il est, mais elle se dit qu'il doit être vachement tôt étant donné qu'elle a un petit peu la tête dans le cucu. Et effectivement, en prenant son téléphone, elle peut voir qu'il est 5 h du matin. Elle demande à l'infirmier ce qui ne va pas et au début, il ne lui répond pas. Il est juste là en train de lire la fiche qui est normalement située devant un lit d'hôpital et qui contient donc les informations sur la patiente. Il lui répond quelques secondes après en lui disant qu'il revient de vacances et qu'il est infirmier de nuit et que du coup il voulait voir qui était dans son service. Il lui dit également qu'il s'excuse de l'avoir réveillée et que c'est la seule à s'être réveillée. Les autres dorment comme des crêpes. Becky lui dit alors que c'est pas grave, il fait juste son boulot. Et elle rigole même en lui disant que de toute façon, elle va pouvoir redormir, puisque cloîtrée ici, elle a pas grand chose à faire. S'engage alors une petite discussion entre les deux pendant une trentaine de minutes. L'infirmier laisse alors Becky en lui disant que bon, il a d'autres patients à voir. Becky va même rigoler en lui disant si vous me cherchez, vous savez où me trouver. Bon, Becky nous raconte pas sa journée car c'est plutôt basique. Elle essaye de bosser grâce à l'ordinateur, elle prend ses petits médocs et puis elle s'ennuie un peu. Le soir, elle va dormir et de nouveau le lendemain, elle est réveillée par quelqu'un qui rentre dans la chambre. C'est de nouveau l'infirmier. Becky lui demande ce qu'il veut aujourd'hui et l'infirmier se met à rigoler en lui disant qu'elle a vraiment un sommeil léger. Et surtout qu'hier il a dû la laisser car il avait du boulot. Mais aujourd'hui il a réussi à dégager un petit peu de temps pour finir la discussion d'hier. Becky trouve que le geste est plutôt cool sachant qu'elle sait bien qu'il doit être débordé en vrai. Bref, ils discutent de nouveau et le temps passe assez vite car environ 1 heure va s'écouler. Ils se séparent de nouveau et ce petit schéma va se répéter pendant 2 semaines environ. Un jour, pendant leur discussion, l'infirmier qui se prénomme Tom va lui avouer que il l'aime plutôt bien et qu'il aimerait bien la revoir après quand elle ne sera plus à l'hôpital. Becky, elle le trouve super sympa. Il a beaucoup de sujets de conversation ou quoi, mais bon, c'est pas du tout son style. Et du coup, elle essaye de lui faire comprendre que c'est pas son genre. Le truc, c'est qu'il va pas super bien le prendre et il va mettre fin à la discussion. Conséquence, elle ne va pas le revoir pendant 5 jours. Mais Tom va revenir dans sa chambre. Ils vont parler un petit peu et à un moment, il lui dit qu'il va lui chercher ses médicaments. Sauf que là, Becky, elle a un très mauvais feeling. De 1, elle prend pas ses médicaments à cette heure-ci. Et c'est toujours une infirmière qui lui ramène vers les 8 h du matin. Et surtout, il y a un détail encore plus troublant. Tom, il avait l'air vraiment anxieux et stressé. Après une petite minute ou deux, Tom revient avec un gobelet rempli. Et même pas de médicaments. Il lui dit qu'il a mis les mêmes médicaments qu'elle prend de base dans le verre. En mode effervescent, comme ça c'est plus simple. Becky prend le gobelet dans ses mains et le pose sur l'espèce de table de chevet. Elle lui dit qu'elle n'a pas forcément envie de prendre ses médicaments maintenant, sinon elle va avoir des nausées. Mais elle le remercie. Sauf que Tom la regarde avec insistance. Et il n'y a pas que son regard qui est insistant. Il lui dit alors qu'elle doit le boire maintenant car il va bientôt devoir partir. Becky le regarde dans les yeux et lui dit « Non, je le boirai pas maintenant ». En entendant ça, il s'est énervé et a pris le gobelet et l'a approché de la bouche de Becky. Il a clairement essayé de la forcer à boire.
mais elle ferme sa bouche de toutes ses forces et surtout elle bouge la tête de droite à gauche. Elle veut absolument pas qu'il y ait du liquide qui rentre dans sa bouche. Malheureusement, à un moment, il arrive à lui verser un peu du contenu du gobelet dans la bouche. Le truc, c'est que par mégarde, elle a dégluti pendant qu'il continuait d'essayer de lui en faire boire plus. Et forcément, Becky ne peut pas crier à l'aide car elle tente de garder sa bouche fermée. Mais une aide lui vient alors. Une infirmière arrive dans la chambre et demande ce qu'il se passe. Tom arrête directement ce qu'il fait et prend la fuite en bousculant au passage l'infirmière. Là, il va se passer quelque chose d'assez fou. L'infirmière demande à Becky qui est ce gars. Becky bug littéralement et elle lui dit bah c'est votre collègue en fait. Il a essayé de me forcer à boire mes médicaments. L'infirmière lui dit alors qu'elle ne connaît absolument pas ce gars. Il y a bien un infirmier qui s'appelle Tom, mais il ne se ressemble pas du tout. Pour vous dire, cet inconnu et l'infirmier Tom n'ont même pas la même couleur de peau. Becky va alors remercier chaleureusement l'infirmière. Pourquoi ça, vous allez me dire? Vous vous souvenez du moment où le gars est parti chercher des médicaments? Et bah Becky, elle en a profité pour appuyer sur le bouton d'urgence. Elle sentait vraiment qu'il y avait quelque chose de pas normal avec ce gars. Il était clairement pas comme d'habitude. L'infirmière lui a dit que c'était normal et qu'elle avait fait son boulot. Becky va alors rentrer dans les détails avec elle et l'infirmière est partie faire ses recherches et elle a parlé avec des supérieurs à elle. Becky apprendra plus tard que le gars qu'elle a côtoyé faisait partie du personnel ménager et que probablement il avait utilisé ses accès pour usurper l'identité de Tom l'infirmier. Au passage, une prise de sang a été faite à Becky et les résultats ne sont clairement pas fameux. Cet homme a clairement tenté de droguer Becky et on imagine que c'était pour abuser d'elle. L'hôpital étant bien muni de caméras de surveillance et d'une banque d'enregistrement conséquent, ils ont pu identifier cet homme et l'ont arrêté. D'ailleurs, fait assez rare, l'homme a été condamné plutôt vite par le système juridique américain, puisque normalement il est assez long. Becky nous dit que l'hôpital a sûrement dû appuyer le dossier. Et elle nous dit également qu'avant ça, elle avait déjà un sommeil très léger, mais maintenant c'est encore pire. Elle a des insomnies à répétition. Sortie de l'hôpital, elle a dormi chez son père plusieurs mois car elle avait encore pas mal de rééducation à faire. Et surtout, comme ça, ils pouvaient s'aider mutuellement. J'ai envie de dire, la pauvre Becky, sérieux. Il lui arrive que des galères alors qu'elle a l'air toute gentille. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est celle de Manon, et justement, Manon, c'est une jeune maman de 30 ans. Elle a une petite fille qui, au moment de l'histoire, vient d'avoir 2 ans. Mais pour des raisons professionnelles, elle a dû la laisser avec son père pendant une semaine. Et pour couronner le tout, son patron, il en a rien à foutre qu'elle ait une petite fille pour la période de Noël. Donc, elle a dû prendre sur elle pour se débrouiller pour faire toute la route du retour le week-end pour être là le soir de Noël. Donc cette histoire commence quand Manon est sur la route pour rejoindre sa famille la veille de Noël. Elle va en avoir pour au moins 12 heures de route. Bon d'ailleurs je l'ai pas précisé mais l'histoire est sûrement américaine. Ça va être vraiment compliqué d'enchaîner tout ça de route avec tout le boulot derrière. Mais bon, pour sa fille, elle va décider de se surpasser. Bon, comme si le destin s'acharnait sur elle, à la radio, ils ont annoncé qu'il va y avoir une bonne tempête aujourd'hui. Et potentiellement avec tout ça, des risques d'éclairs. Pour être à fond et ne pas relâcher ses efforts, Manon a mis une petite photo de sa fille vers le pare-brise et elle décide d'écouter la musique. Les heures défilent et tout se passe pour le mieux. À un moment, elle s'arrête pour aller aux toilettes et manger un petit bout. Et de là où elle est, elle peut voir que la tempête n'est pas hyper loin. Les nuages commencent à arriver et le tonnerre gronde. Le vent se lève et les premières gouttes commencent à tomber. Les alentours s'assombrissent et Manon elle se met à courir pour rejoindre sa voiture. Une fois dedans, elle est bien contente d'être au chaud et elle reprend directement sa route. À un moment, elle ralentit un peu car le vent et la pluie s'intensifient, ce qui fait qu'elle voit pas énormément bien la route. À un moment, elle aperçoit quelque chose de bizarre. Il y a un truc tout rouge vers le bord de la route. Elle se met donc à ralentir et là, elle peut voir un Père Noël qui fait de l'autostop sous la pluie. Manon, elle est assez gentille et elle a de la pitié pour cet homme. Du coup, elle décide de le prendre en autostop. L'homme est assez vieux, il doit avoir la cinquantaine. Manon lui demande où il va et par chance, ils vont dans la même direction. Elle lui dit donc que ok, il peut monter. Manon nous dit que l'homme est un peu grassouillé et il a une barbe de pas mal de mois pour faire un bon Père Noël. Au premier abord, il n'y a rien de louche. Et Manon, elle est plutôt normale, elle essaye d'engager la conversation avec lui. Enchanté, monsieur le Père Noël, bienvenue dans la petite chariote. L'homme, il rigole un petit peu, mais il dit pas un mot. Du coup, elle décide d'enchaîner. Monsieur le Père Noël a-t-il un nom? Il lui répond que oui, il s'appelle Georges. Après ça, s'ensuit une conversation un petit peu banale. Bon, forcément, à un moment dans la discussion, Manon elle lui demande mais pourquoi vous êtes déguisé en Père Noël au milieu de nulle part? Il lui explique alors qu'il veut faire une surprise à sa famille et qu'ils ne savent même pas qu'il vient. Manon elle rigole, elle lui dit ça pourrait être une surprise, ouais, ça va être une surprise. En entendant ça, l'homme il sourit mais son sourire il est un petit peu bizarre. Elle sait pas comment nous le décrire mais c'est un petit peu chelou.
Puis d'un coup, l'atmosphère dans la voiture est devenue glaciale. Pourtant, il y a le chauffage, du coup Manon elle comprend pas trop pourquoi. Après quelques minutes de silence, l'homme lui demande alors où elle va comme ça. Elle lui dit donc qu'elle va rejoindre sa famille et surtout sa petite fille de 2 ans. En entendant ça, l'homme y hoche la tête. Ce qui pour Manon commence à être chelou. Il aurait pu répondre à un truc basique quoi. Le trajet continue et de temps en temps il y a des silences qui sont vraiment insupportables. Puisque Manon, elle nous dit que c'est comme s'il réfléchissait à quelque chose. Bon, en même temps d'un côté pour elle c'est tant mieux, étant donné qu'elle essaye de se concentrer un maximum sur la route. Puisque dehors, elle voit de moins en moins. Le temps est vraiment insane. Sauf que le monsieur a bien choisi son moment pour commencer à lui poser des questions vraiment bizarres. Est-ce que vous avez un petit ami? Vous êtes resté avec le père de la petite? Je vois que vous aimez les enfants, vous en voulez combien? C'est des questions un petit peu indélicates et privées. Notre petite Manon elle a répondu mais sans plus. Sauf qu'il va commencer à lui poser des questions un petit peu plus crues. Votre position préférée au lit, c'est quoi? Tu aimes être attaché? J'avoue que moi ça m'excite un petit peu. Après tu as de jolies jambes et mains, si tu veux on peut s'arrêter dans un coin faire ça vite fait. Et ton petit ami ou ton mari n'en saura rien. Là Manon elle reste un petit peu bloquée sur tout ce qu'il vient de lui dire. Elle sait pas quoi répondre tellement elle est choquée. Sauf que l'homme il commence à mettre sa main sur sa cuisse et caresser tout le long de la jambe. Manon, elle est tétanisée, elle sait pas quoi faire. Il commence même à se rapprocher au niveau interdit, vous savez, entre les jambes. Sauf que là, la nature va l'aider, va y avoir un coup de tonnerre qui va les faire sursauter. Ce qui fait que notre Père Noël complètement chelou va retirer ses mains. À ce moment-là, elle remercie clairement Dieu de l'avoir aidé. Du coup, elle en profite pour lui dire que non, elle est pas intéressée par tout ça. Du coup, elle peut voir que l'homme, il a l'air, comment dire, mécontent. Mais au moins, il reste à sa place. Sauf qu'au fur et à mesure, il va retenter des petites approches avec sa main. Et là, cette fois-ci, elle va le repousser doucement. Sauf que l'individu est assez bizarre et il va commencer à renifler ses cheveux. Il lui dit même qu'elle sent très bon. Manon, elle est pas méchante et elle sait pas du tout quoi faire. Elle se demande si à ce moment-là, elle doit le virer de la voiture. Enfin, elle sait que c'est la bonne chose à faire, mais elle se dit que si elle le fait, eh bien peut-être que le gars va s'énerver encore plus et que potentiellement ça va mal finir. Donc pour le moment, elle essaye de ne rien faire si ce n'est le repousser gentiment. Le tonnerre, quant à lui, est de plus en plus présent. Il y a des éclairs qui illuminent de temps en temps la route, ce qui donne vraiment une atmosphère très sinistre. Surtout que depuis quelques minutes, l'homme il arrête pas d'avoir un horrible sourire sur le visage. Elle nous dit qu'à chaque coup d'éclair, elle peut un peu apercevoir son visage et elle a l'impression qu'il est comme possédé. Là, Manon elle est complètement terrifiée. Elle sent qu'il y a quelque chose de mal qui va se passer. Quelque chose va vite tourner au vinaigre d'ici peu. Elle essaye donc d'envoyer vite fait un message à son mari pour le prévenir de la situation. Mais conduire et essayer d'envoyer un message discretos, eh ben c'est pas si facile. Surtout que le gars va se tourner vers elle et lui sourire et essayer de la prendre avec 2 mains. Manon, elle s'attendait pas à ça et la voiture elle commence à faire des zigzags. Manon elle essaye de le repousser mais c'est impossible et heureusement que sur la route il y a pas d'autres voitures. Sinon c'est sûr qu'ils auraient un accident. La nuit est tombée et ça y est, Manon elle décide de s'arrêter et de bien repousser cet homme. Sauf que l'homme lui justement il en profite et il l'agrippe au niveau des épaules. Du moins il essaye étant donné qu'il n'y arrive pas totalement car Manon elle se défend plutôt pas mal. C'est alors que les choses vont se compliquer. Il va se mettre à faire basculer le siège de Manon et se mettre un petit peu sur elle. Manon elle lui met son plus grand coup de boule, ce qui mine de rien la sonne un petit peu et elle essaye de se détacher. L'homme quant à lui est, vous l'avez compris, barjot et il commence à lui caresser la jambe. À un moment elle arrive à lui donner un bon coup de pied et l'insulter. Elle arrive à enlever sa ceinture, ouvre la porte, elle essaye de sortir de la voiture mais malheureusement il l'agrippe par le pied. Ce qui fait que elle tombe directement sur la route. Du coup l'homme il essaye de la ramener dans la voiture mais Manon elle lutte et elle lui donne des coups de pied. Truc plutôt cool, à un moment il y a un coup de pied qui part directement dans le nez de cet homme. Elle en profite pour se relever et commence à courir dans la forêt qui les entoure. Le tonnerre ne fait que gronder donc elle n'entend pas si l'homme a décidé de la suivre ou non. Là, pour elle il n'y a plus qu'une seule solution, c'est courir et courir. Les éclairs ils illuminent de temps en temps la forêt, mais il fait très sombre et en plus de ça il fait hyper froid. Surtout que ses vêtements commencent à être bien trempés. À un moment elle entend un cri de rage qui provient de pas très loin d'elle. Elle décide donc qu'elle va faire un petit move, c'est se cacher derrière un gros arbre. Quelques minutes après, elle a pu voir cet homme courir dans la forêt avec une lueur dans la main. À ce moment-là, justement, il y a un éclair qui illumine toute la scène et elle peut voir que sur son visage, il a l'air déterminé à faire ce qu'il est en train de faire. Elle peut lire sur son visage de la haine et de l'envie. Manon, elle sent que bientôt, elle va pleurer. Plus le gars s'éloigne et plus elle arrive à se concentrer pour faire une espèce de plan. Elle décide que quand il repassera devant elle, elle attendra 1 minute puis elle essayera de rejoindre sa voiture. Elle se dit que c'est la seule chance qu'elle a. Elle peut pas rester dans la forêt avec un psychopathe habillé en Père Noël qui a un couteau à la main. En plus, il fait tellement froid qu'elle est gelée. Elle tiendra pas beaucoup de temps.
L'homme va passer devant elle et elle va donc compter pendant 1 minute. Ce qui fait que maintenant, elle décide de mettre son plan à exécution. En se levant, elle fait directement du bruit étant donné qu'elle se casse la gueule sur une branche. Et comme si ça suffisait pas, du coup elle se blesse. Mais elle est déterminée comme jamais et se relève directement et court de toutes ses forces. Il y a un éclair qui va illuminer son chemin quelques secondes. Après ça, il y a un second éclair et elle tourne la tête. Étant donné que oui, elle peut entendre des bruits de pas derrière elle. Et là, elle voit l'horreur, le Père Noël avec un couteau. Il a clairement une tête de fou. Elle nous dit que la scène est vraiment apocalyptique. Les ombres de son visage sont vachement accentuées à cause du tonnerre. Manon, elle est terrifiée. Elle se demande qu'est-ce qu'il va lui faire s'il l'attrape. En tout cas, elle est sûre d'une chose, c'est clairement ça va être sa fête. Donc, elle n'a pas le choix. Elle redouble d'efforts et à un moment, elle peut voir sa voiture. Elle court et la pluie lui glace la peau. C'est comme des lames de rasoir tellement il y a de vent. Mais elle peut pas s'arrêter là. Elle est en train de penser à sa fille qui l'attend sûrement. Elle arrive à sa voiture, saute dedans, ferme directement les portes de la voiture. Au moment où elle a fermé les portes, elle peut entendre l'homme crier que tout ceci n'était qu'une blague. Manon, elle cherche pas à comprendre et elle lui fait un petit doigt d'honneur, ce qui semble l'énerver. Forcément, sa réaction se fait pas attendre et il met des gros coups contre la vitre. Manon, elle avait pas pensé à ça, mais elle regarde le contact et là, elle peut voir que effectivement, il y a bien les clés. Sauf qu'il y a un élément qui lui fait détourner le regard. Elle peut voir que l'homme est en train de se diriger vers le capot. Il essaye même de le soulever. Sauf que là, non. Manon, elle lui laisse pas le temps de faire. Elle fait une marche arrière et elle décide d'emprunter une autre voie pour le contourner. Après ça, elle a filé vers sa direction. Après cette histoire, Manon, elle a décidé d'une chose. Ne plus jamais prendre personne en autostop. Même si les gars ou les filles ont l'air tout gentils. C'est non pour elle. Après cette histoire, elle n'est pas directement allée au commissariat. Elle était déjà bien en retard, du coup elle a préféré aller directement voir sa famille. Bien sûr, après elle a raconté cette histoire à son mari. Il a essayé de l'encourager du mieux qu'elle pouvait quand elle faisait des cauchemars. Ça a été tellement traumatisant pour elle qu'à un moment elle a été amenée à voir une psychologue. D'ailleurs, elle sait pas ce qu'est devenu cet homme, mais elle espère qu'elle ne le reverra jamais. Voilà, c'est ainsi que se termine cette histoire folle. Donc ouais, la prochaine fois que vous voulez prendre quelqu'un en autostop, réfléchissez peut-être. Voilà, juste attention à vous quoi. Bon, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais on commence plutôt bien ce petit mois de décembre. En tout cas, va y avoir de belles vidéos pour ce mois-ci, donc si t'es pas abonné, fais-le maintenant. Si t'avais oublié le petit pouce bleu, pense à le faire, ça fait quand même plaisir. Et si tu veux soutenir plus, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et tu peux venir sur mon Insta. Maintenant, si tu veux une petite dose de frisson en plus, je t'invite à aller voir un de ces deux threads. Allez, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes.